Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Dans l'actualité, ce soir, le Sénégal n'atteindra pas une croissance à 2 chiffres en 2024. Ce sont les nouvelles prévisions du Fonds monétaire international. L'institution justifie ce changement par le retard dans la production des hydrocarbures, la reprise modérée de l'économie sénégalaise après la pandémie, les tensions sociopolitiques internes et la guerre en Ukraine. Une série de recommandations a été formulée par le FMI. Hausse des factures d'électricité après la pétition, une campagne de dépôt de réclamation à la Sénélec, une démarche diversement appréciée par les Sénégalais. Si certains ont décidé de suivre et de faire une réclamation, d'autres moins optimistes n'y voient aucune utilité. Reportage à suivre. Et pendant ce temps, la direction générale de la Sénélec a rencontré les associations de consommateurs et le comité national de dialogue avec la clientèle. La hausse des factures a été justement abordée. Les associations de consommateurs demandent la révision de la politique de tarification des prix du compteur Woyofal. La Sénélec promet de faire des efforts. Et puis tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal et nous emmène ce soir à la rencontre d'un couturier qui s'est lancé dans la vente de friperies. Pas de croissance à 2 chiffres pour le Sénégal en 2024 selon le Fonds monétaire international. Le FMI revoit à la baisse la prévision de croissance à 10,6% pour le Sénégal. L'institution justifie ce changement par le retard dans la production des hydrocarbures, par la reprise modérée de l'économie sénégalaise après la pandémie de Covid-19, par les tensions sociopolitiques internes et la crise russo-ukrainienne. Le FMI a formulé une série de recommandations comme un meilleur ciblage de subventions de l'État. Voici à ce propos les explications de Mohamedou Moustapha Ba. Il est le ministre des Finances et du Budget. Ses propos sont recueillis par Amadou Bari. Effectivement, la révision de la croissance à 4,1% au titre de 2023. Pourquoi? 4 facteurs l'expliquent. Tout d'abord, il a indiqué les conséquences de la Covid-1, les conséquences du conflit russo-ukrainien 2, les conséquences du conflit au Moyen-Orient 3 et 4, les conditions sécuritaires de la sous-région. Première explication. Deuxième explication, il l'a dit, le ralentissement du secteur des services suite aux tensions sociopolitiques du premier semestre. Deuxième explication. Troisième raison, le report de la production du pétrole et du gaz au second semestre 2024. Et néanmoins, le taux de croissance va sortir à 4,1%, supérieur, comme il l'a indiqué, au taux de croissance des pays de l'Afrique au sud du Sahara. L'Afrique au sud du Sahara compte 48 pays. Le taux de croissance moyen en 2023 sera de 3,3%. Le Sénégal aura une croissance de 4,1%. Et puis le Fonds monétaire international recommande également une baisse graduelle et ciblée des subventions de l'État, estimée à 750 milliards de francs CFA l'année dernière. Celle-ci s'élève à 550 milliards cette année et l'État du Sénégal compte la baisser de moitié pour l'année prochaine, selon le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba. Et c'est une équation à 1000
inconnue pour les acteurs universitaires. La réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le centre des œuvres universitaires de Dakar demande plus de temps. Les étudiants n'en peuvent plus et la situation est tendue. Le médiateur tempère et appelle les étudiants au calme. Professeur Ndiasse Diop est joint par Papa Lunsar. La situation que nous vivons est telle que les étudiants réclament la réouverture du campus social. C'est vrai qu'il y a un jargon étudiant, la réouverture immédiate du campus social. C'est vrai que c'est une façon de communiquer assez dure, mais qu'on comprend. Ils ont parfaitement le droit de demander à retrouver le campus social. Mais s'ils vous disent ça, peut-être vous pouvez vous imaginer qu'en est-il du campus pédagogique. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens oublient qu'il y a deux campus à l'université, le campus social et le campus pédagogique. Les deux sont complémentaires. L'un peut difficilement aller sans l'autre. Ce qui devrait être le fait de tout le monde, c'est de demander à ce que tout le monde reste calme. Qu'on essaie d'entrevoir les solutions pacifiques qui permettent de retrouver la situation d'avant le 1er juin, c'est-à-dire être dans les conditions sécuritaires nécessaires pour pouvoir mener des activités pédagogiques et ensuite être hébergé au campus social. Il est évident que parfois, à l'échelle d'une nation, d'un pays, il y a des comparaisons qui sont faites. Mais l'université Cheikh Anta Diop, c'est le grand mammouth. Ce que l'université Cheikh Anta Diop vit, aucune université au Sénégal ne le vit. Nous n'avons ni les mêmes effectifs, ni les mêmes enseignants, ni les mêmes infrastructures. Je vous lisais dans les titres, la direction générale de la Sénélec a rencontré ce matin les associations de consommateurs et le comité national de dialogue avec la clientèle. Et durant cette rencontre, la lancinante question de la hausse des factures d'électricité a été abordée. Les associations de consommateurs demandent la révision de la politique de tarification des prix du compteur Woyofal. La Sénélec promet de trouver des solutions avec la commission de régulation du secteur de l'énergie pour alléger les populations sénégalaises. Explication, Mme Seynabou Babou. La cherté des factures d'électricité sur la table de la rencontre annuelle entre la Sénélec, les associations de consommateurs et le comité national de dialogue avec la clientèle. Le président de l'ASCOSEN plaide pour la révision du système de tarification concernant surtout les compteurs Woyofal. C'est la raison pour laquelle nous disons que si aujourd'hui Sénélec est en train de faire un bénéfice de 40 milliards et qu'on dit que c'est une entreprise qui est subventionnée, nous pensons qu'il y a quand même un problème. C'est la raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait une révision du système de tarification, de sorte que pour la première tranche de ce qui était à 150 kWh, qu'elle passe à 300 kWh, et pour la deuxième tranche qui était à 250 kWh, qu'elle puisse passer à 500 kWh, pour que le maximum de Sénégalais puissent accéder vraiment à un minimum de confort. Des suggestions qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le secrétaire général de la Sénélec promet de trouver des solutions avec la commission pour la réduction du prix de l'électricité. Nous avons effectivement entendu leurs propositions, lesquelles propositions sont d'élargir la tranche sociale. Mais comme nous l'avons expliqué, et comme l'a dit le DG la fois passée, ce n'est pas à Sénélec de fixer les tarifs. Donc tout ce que nous avons retenu, c'est effectivement dans les moments à venir ou dans un proche avenir, de voir, d'aller avec CRSE ou dans les années à venir, de voir avec CRSE comment, comme ils l'ont fait d'antan, se retrouver autour des partis dans le calme et de discuter des conditions qui permettraient en tout cas de réduire cette facture d'électricité. Le président de l'ASCOSEN parle de 49 milliards de bénéfices pour la Sénélec, mais la Société nationale d'électricité parle de pertes avec l'arrêt de la subvention de l'État. Le secrétaire général de la Sénélec tranche le débat. Nous n'avons que 2 millions de clients à peu près. Quand l'État apporte une subvention de 300 milliards, elle apporte 300 milliards pour 2 millions de clients de Sénégalais. Mais nous sommes 17 millions de Sénégalais. Il y a 60% aujourd'hui de gens qui vivent dans le monde rural, qui n'ont pas d'électricité. Donc si Sénélec fait 49 milliards, cet argent-là n'est pas dilapidé. À partir de ça, l'État va regarder pour dire aujourd'hui il y a 60% de clients qui n'ont pas
d'électricité, il faut que ces 49 milliards-là servent à financer le développement de La Sénélec, c'est près de 3 millions de clients, des clients en colère à cause de la cherté des factures d'électricité. La Sénélec promet de faire tout son possible pour baisser la tension. Et justement, Mme Seyna Boubabou, parlant de ces clients, après la pétition, ils ont initié une campagne de dépôt, de réclamation au niveau des sièges de la Sénélec, une démarche diversement appréciée par les citoyens rencontrés par notre reporter. Si certains ont décidé de suivre et de déposer leurs réclamations, d'autres moins optimistes n'y voient aucune utilité. Sabel Olivia Diagne et Cherti Diagne Diouf. Dans un garage, ce chauffeur, en compagnie de ses collègues, se plaint de la hausse des factures. Il a déjà fait des réclamations à la Sénélec, mais sans réponse. J'ai fait plusieurs réclamations parce que j'utilise le Woyofal, mais j'ai payé 10 000 francs CFA, maintenant c'est 20 000. Ce n'est pas normal. J'ai appelé le service, mais ils n'ont dit qu'ils allaient gérer la situation, mais jusqu'à présent, rien du tout. C'est pas normal. Assis devant une boucherie, Abdoulaye tient les mêmes propos. Il a fait recours plusieurs fois auprès de la Sénélec, mais toujours rien. Quand on parle à la Sénélec, on ne donne pas des explications claires. Ma facture a doublé. Je paie entre 8 000 et 9 000 francs CFA. Mohamed a vu sa facture doubler, mais il est toujours dans le désarroi. Son échange avec l'agent de la Sénélec n'a rien donné. Ça ne sert à rien d'appeler ou de se déplacer car ils ne feront absolument rien du tout. Aujourd'hui, j'ai parlé à un agent qui m'a dit que c'est l'État le responsable. Le 19 octobre dernier, de violents affrontements ont éclaté à Mbey, un petit village situé à Bambilor. Les populations de ce village ont fait face aux gendarmes pour s'opposer à l'affectation de 21 hectares de leurs terres à un homme d'affaires. Tous les champs et habitations se trouvant dans les limites du terrain litigeux ont été démolis. Les habitants de Mbey dénoncent le mutisme des autorités et exigent la libération de 21 jeunes de ce village arrêtés lors de ces affrontements. Hassan Bey, premier adjoint au maire de Bambilor, porte leur parole au micro de Babacar Seck. Nous, les jeunes de ce village, on n'a pas où habiter. On espérait récupérer cette assiette afin d'avoir nos propres villages. Mais on nous a lésés pour donner ça à une seule personne qui s'appelle Serigne Souhaïbou Seck. Et ces terres, on les a occupées depuis nos ancêtres jusqu'à présent. Donc c'est une très grande forfaiture et c'est un délit. Nous disons qu'on va continuer la bataille. On va engager une voie juridique. On a pris un UC, il a fait les constats. On a pris des médecins, ils ont fait des certificats médicaux parce qu'il y a beaucoup de blessés. Et on a décidé d'amener l'affaire devant la justice. Parce que depuis que les problèmes ont démarré, jusqu'à présent, il n'y a aucune autorité administrative qui est venue pour s'enquérir de la situation, pour intervenir. On n'a vu personne. Et nous déplorons cela. Nous lançons un appel direct à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'il réagisse, pour qu'il nous reçoive, afin qu'on échange sur le problème. Nous lui supplions aussi pour qu'il libère nos frères et nos neveux qui sont dans les prisons. Actuellement, il y a 21 jeunes qui croupissent dans les prisons. Nous voulons que Monsieur le Président de la République intervienne le plus rapidement possible pour qu'on les libère. Et puis aujourd'hui, mardi 24 octobre 2023, s'est ouverte à Dakar la première édition du Forum international Union africaine, Union européenne sur le dialogue spatial. Durant 3 jours, les acteurs de ce secteur vont échanger sur les stratégies futures de collaboration dans ce domaine entre l'Afrique et l'Europe. Échanger, discuter, mais aussi partager leur expérience dans le domaine spatial. L'objectif de l'Union européenne est d'aider l'Afrique à saisir les opportunités qu'offre ce domaine. Explication Abraham Paul Pouy.
Avec ce forum, l'objectif pour l'Afrique est de conquérir le secteur spatial, l'Afrique de profiter des opportunités du secteur pour en tirer les bénéfices de l'exploitation. Le spatial a été considéré pendant longtemps comme étant hors de portée des pays africains. Et je pense que c'est un mauvais procès qu'on a fait au secteur spatial, sachant qu'aujourd'hui il est prouvé qu'il doit être au centre de nos préoccupations et tous les efforts que nous faisons aujourd'hui dans l'atteinte des objectifs de développement durable vont recourir de façon directe ou de façon indirecte au secteur spatial. Dans le développement d'applications, que ce soit pour l'agriculture, la santé, la sécurité, l'éducation, tout ce qui est considéré aujourd'hui par nos États comme étant une priorité peut trouver une réponse directe ou indirecte dans l'utilisation des données qui proviennent donc de l'exploitation du spatial. Pour que la population africaine puisse en bénéficier, les acteurs invitent les décideurs, les experts à investir dans la science, la technologie pour relever les défis. Nous devons communiquer massivement pour expliquer aux populations ce que le spatial apporte en termes d'application par rapport à nos urgences. Et je pense que ce qui ressortira de ce forum ira également dans cette direction. Non seulement renforcer la coopération, définir les axes prioritaires et les stratégies à mener à long terme, mais également de communiquer avec la population pour que tout le monde puisse s'approprier ce combat que nous menons pour faire du spatial une réalité dans nos politiques de développement. L'Union européenne accompagne l'Union africaine dans ce projet, le forum, une occasion pour échanger, discuter, partager et même un transfert de technologie. Le spatial a son rôle à jouer. Et donc il était très important qu'on ait ce dialogue avec nos amis africains pour pouvoir échanger sur leurs priorités, les nôtres, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes, et voir comment ensemble on peut résoudre ces défis communs et comment la technologie spatiale peut nous aider à résoudre ces défis communs. Le forum de Dakar tenu 7 mois après la création de l'Agence sénégalaise des études spatiales, le Sénégal annonce le lancement de son satellite en 2024. Et pour améliorer la communication entre l'exécutif et le législatif, le ministère du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions a organisé une session de formation avec les attachés parlementaires, et durant cette session, les compétences des attachés parlementaires dans la coordination des relations de travail entre l'exécutif et le législatif vont être renforcées selon le ministre du Travail. L'objectif est de renforcer la contribution des attachés parlementaires dans la coordination des relations de travail entre les deux pouvoirs. Compte rendu de la rencontre, Fatimata Bintouba et Chertidiane Diouf. À la veille du marathon budgétaire, une rencontre a été organisée entre les attachés parlementaires et les membres du gouvernement en présence du ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Ce temps de travail qui est un temps long, est un temps exigeant et nous échangeons autour des règles, des normes, des procédures pour amoindrir, disons, les désagréments et optimiser le temps de travail afin de continuer à servir notre peuple. Vu le rôle important des attachés parlementaires, cette formation de renforcement était plus que nécessaire, selon le ministre du Travail. Renforcer les capacités est, je crois, quelque chose qui relève de l'ordre du naturel. Je pense que cela, c'est une exigence, disons, pour tout individu, surtout dans des temps tels que ceux que nous vivons. Pour ce qui concerne maintenant les attachés parlementaires, leurs missions sont si éminentes, si importantes, qu'il est utile d'abord qu'eux-mêmes en soient conscients. Et pour qu'ils puissent jouer leur rôle comme cela se doit, il est nécessaire qu'ils soient mis au courant d'un certain nombre de choses afin qu'ils servent de relais à côté de leurs ministres respectifs. Un moment d'échange et de renforcement de capacités pour les attachés parlementaires afin de servir de relais entre les parlementaires et les ministres pour une meilleure préparation du marathon budgétaire. Et en ce qui concerne la grève de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, des débuts de solutions sont en train d'être trouvés. Le ministère travaillerait donc pour la satisfaction des revendications des agents, même si selon Sambassi, toutes les revendications ne peuvent pas être satisfaites. Écoutons-le.
l'État sénégalais, le gouvernement du Sénégal ne saurait être indifférent par rapport à une préoccupation de l'un quelconque des citoyens sénégalais. D'autant plus que les travailleurs des collectivités territoriales sont des rouages importants de la machine nationale. Nous ne sommes pas indifférents. Comprenez simplement que tout ne peut pas être fait en même temps et que, de toute façon, ce qui doit être fait également obéit à des normes. Ce qui a été fait jusque-là, c'est qu'on est en train de regarder les choses quant au fond, de voir par rapport à la fonction publique territoriale qui est éligible, parce que dans nos collectivités également, il y a beaucoup de monde et si nous ne rationalisons pas, il ne sera pas possible. Et pendant ce temps, à Kaffrine, des maîtres artisans ont été formés en électromécanique dans le cadre d'une session de formation organisée par un mouvement citoyen en partenariat avec la Chambre des métiers, une formation axée sur le diagnostic automobile des systèmes électroniques automobiles et la programmation des calculateurs. La cérémonie de remise de diplômes a eu lieu à la Chambre des métiers en présence des autorités locales et administratives. C'était également en présence de nos correspondants sur place. L'association des techniques de l'électricité et de la mécanique ou électromécanique permet de repérer et de réparer plus facilement les pannes des voitures. Pour la première fois à Kaffrine, 40 mécaniciens viennent de bénéficier d'un renforcement de capacité dans ce cadre. La cérémonie de remise des diplômes s'est tenue à la Chambre des métiers de Kaffrine en présence des autorités. Et 13 ont réussi l'examen. Les 2 autres ont été recalés pour le moment parce qu'on va continuer la capacitation jusqu'à ce qu'il ait toutes les dispositions pour mériter le diplôme. Mais les 13 qui ont réussi l'examen, on avait organisé aujourd'hui la cérémonie symbolique de remise de diplôme aux artisans, aux mécaniciens qui ont réussi l'examen. Mais c'est juste un début, un financement, un commencement, parce que nous avons l'intention de... Les bénéficiaires saluent l'initiative et parlent d'une formation qui vient à son heure. C'est la première fois. Je suis très contente car c'est une première. Je suis chef de garage depuis 7 ans, mais cette formation de 5 jours m'a beaucoup apporté. Il est vrai que parfois nous avons des difficultés à réparer certains véhicules. Et cet appareil nous permet de repérer plus facilement les pannes. Cette présente session de formation a concerné des mécaniciens du département de Kaffrine, mais elle devra être étendue à ceux de Koungheul, Birkeland et Malem Hodar, selon les organisateurs. Ce soir, l'équipe de Réussir au Sénégal suit les traces d'un jeune vendeur de friperie, couturier de formation. Ahmed Seck a décidé de se lancer en même temps dans la vente de friperie pour générer des revenus supplémentaires. Aïssatou Kane et Moussa Fall sont allés à sa rencontre. C'est tôt le matin que ce jeune entrepreneur dévoué sillonne le marché Colobane à la recherche de friperie. Ces pièces soigneusement choisies avec une énergie débordante, Ahmed fait le point. Direction Grand Yoff pour les revendre. Sur sa table, avec enthousiasme, il déballe la balle de friperie composée uniquement de shorts. Un à un, il les étale sur des cordes, créant ainsi un mur de vêtements colorés qui attire l'attention des passants. Bientôt 7 mois que Ahmed vend des friperies. J'ai commencé avec 20 000 francs CFA. Mon frère m'a prêté 50 000 pour acheter des friperies. J'avais d'abord une table de vente de chaussures. C'est par la suite en hiver que j'ai commencé à vendre des pulls et puis des pantalons. Là, je vends des shorts. Je ne m'arrête pas. Pourtant, le jeune homme est avant tout couturier, 8 ans qu'il excelle dans ce domaine. Le jeune a décidé d'ajouter la vente de friperie à son activité afin de générer des revenus supplémentaires. C'est difficile d'apprendre un métier, les soucis augmentent. Se limiter à un seul métier ne va pas nous aider à s'en sortir. Ce métier seul ne suffit pas. Il fallait y ajouter une activité.
satisfaire quoi. Ahmed combine habilement ses compétences en couture avec la vente de friperies pour atteindre ses objectifs. La vente de friperies n'est pas évidente. Je trie, attends la clientèle. Parfois, j'arrive à m'en sortir. D'autres jours, c'est compliqué. J'économise au mieux et je participe à des tontines. Ça m'aide beaucoup. Son rêve, c'est de créer une entreprise florissante offrant à ses clients un large éventail de vêtements neufs. Il faut se concentrer dans son travail pour pouvoir s'en sortir. J'ai prévu des voyages quand j'en aurai les moyens. En attendant, je me bats ici pour gagner ma vie. D'ailleurs, je voudrais ouvrir ma propre boutique. Le quotidien d'Ahmed prouve l'importance du travail acharné, de la créativité et de la persévérance pour réaliser ses rêves. Et c'est tout cas, merci, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur notre site internet media.sn. Bonne suite des programmes.